Je m'appelle Anthony. J'ai 32 ans. Et la semaine dernière, au somptueux mariage de mon propre frère, ma mère m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je ne valais pas une assiette. Avant que je vous raconte comment je suis parti avec un chèque de 10 000 € et les ai laissés hurler dans l'allée, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je les lis absolument tous. Vous savez, il y a un silence particulier qui s'installe dans une pièce quand quelque chose de vraiment embarrassant se produit. Ce n'est pas un silence calme. C'est un silence bruyant, lourd, qui pèse sur vos tympans. J'ai ressenti ce silence au milieu d'une foule de 300 personnes. Ça a commencé au moment où je suis sorti du taxi. Le lieu était le domaine Whitmore à Greenwich, Connecticut. Si vous n'êtes jamais allé à Greenwich, imaginez un endroit où l'herbe est entretenue avec des ciseaux à ongler où l'air sent la vieille fortune et le jugement. Ce n'était pas juste un mariage. C'était un couronnement. Mon frère Julian épousait Isabella Whitmore. Les Whitmore sont le genre de famille qui a un blason sur leur papier à lettres et des bâtiments à leur nom dans les universités. Ma famille était à l'aise, mais nous n'étions pas ça. Mon père, Richard, était un cadre intermédiaire avant de prendre sa retraite. Et ma mère, Catherine, a passé toute sa vie à essayer de convaincre le monde qu'elle est plus importante qu'elle ne l'est. Pour elle, ce mariage était le Super Bowl. C'était son avènement. J'ai ajusté ma cravate dans le reflet de la vitre du taxi. J'avais dépensé une bonne partie de mon salaire pour ce costume. C'était un costume bleu marine de chez Brooks Brothers, taillé sur mesure pour être parfait. Je voulais être à la hauteur. Je voulais les rendre fiers. Mon Dieu, même dire ça maintenant me fait passer pour un idiot. Mais quand on est le mouton noir, ou peut-être juste le mouton invisible, on n'arrête jamais vraiment d'essayer d'être vu. L'allée était un défilé de richesses. J'ai regardé une Rolls-Royce vintage s'arrêter devant moi, puis une Ferrari rouge vif, puis une Porsche Cayenne. Les voituriers sprintaient dans tous les sens comme s'ils participaient aux Jeux Olympiques. J'ai payé mon chauffeur de taxi, un type nommé S, qui avait passé l'heure de route depuis le Queens à me parler de sa sciatique. Bonne chance, gamin, m'a dit S en sortant. Ne laisse pas les riches te mordre. J'ai serré, S, ai-je dit. J'ai remonté le chemin de gravier vers l'entrée principale. C'était spectaculaire, je dois l'admettre. Des roses blanches partout. Un quatuor à cordes jouant quelque chose qui ressemblait à du Vivaldi. C'était parfait. À l'entrée, il y avait une lourde table en chêne tenue par deux jeunes femmes avec des iPads et des casques. On aurait dit qu'elles gardaient l'entrée du Pentagone. Derrière elles se tenait un agent de sécurité qui avait l'air de mâcher des cailloux au petit déjeuner. Je me suis approché de la table en souriant. Non, a demandé l'une des femmes. Elle n'a pas levé les yeux. Anthony Palmer, ai-je dit. Frère du marié. J'ai ajouté cette dernière partie avec un peu de fierté. Après tout, j'étais le frère. Ça devait bien compter pour quelque chose, non? Le doigt de la femme a plané sur l'iPad. Elle a fait défiler. Puis elle s'est arrêtée. Ses sourcils se sont froncés. Elle a regardé sa collègue. Puis elle a levé les yeux vers moi et son expression a changé. Ce n'était plus accueillant. C'était plein de pitié. Oh, a-t-elle dit. Monsieur Palmer, c'est ça? Elle n'a pas pris la pile de badges plastifiés dorés qui se trouvaient sur la table. Ces badges avaient les noms des invités imprimés en calligraphie. Au lieu de cela, elle a cherché sous la table. Elle a sorti un bac en plastique. À l'intérieur se trouvaient quelques badges gris sur des cordons bon marché. Tenez, a-t-elle dit en m'en tendant un. Je l'ai pris. Il semblait fragile dans ma main. J'ai regardé le texte. Invité à accès limité. C'était tout. Pas de nom, pas de numéro de table, juste, invité à accès limité, dans une police sans serif grasse qui semblait appartenir à un panneau d'avertissement d'entrepôt. Je suis désolé, ai-je dit en riant nerveusement. Je pense qu'il y a une erreur. Je suis le frère de Julian. Le témoin. Enfin, pas le témoin, mais de la famille. La femme s'est mordu la lèvre. Elle a regardé par-dessus mon épaule, évitant mon regard. J'ai des instructions strictes, monsieur. C'est le bon badge pour vous. Des instructions de qui? De la mère du marié. Mon estomac s'est noué. Comme si j'avais avalé une pierre. Ma mère?
Oui, monsieur. Elle a été très précise. Je suis resté là, tenant ce morceau de plastique gris, tandis qu'un couple derrière moi, des amis des Whitmore, attendait clairement avec impatience. L'homme portait un smoking qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. « Excusez-moi » a dit l'homme. « Nous sommes en retard. » Je me suis écarté, hébété. J'ai accroché le badge à mon revers. Il jurait horriblement avec le costume bleu marine. On aurait dit une étiquette de prix sur un article en solde. J'ai franchi le portail, la tête me tournant, accès limité. Qu'est-ce que ça voulait même dire? N'avais-je pas le droit d'utiliser les toilettes? N'avais-je pas le droit de respirer l'air? J'ai aperçu ma mère près de la fontaine. Catherine Palmer était dans son élément. Elle portait une robe couleur champagne qui scintillait sous le soleil de l'après-midi. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon haut, rigide de laque. Elle tenait salon avec un groupe de femmes qui semblaient toutes partager le même chirurgien plastique. Elle m'a vu. Son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux. Ses yeux sont devenus froids. Elle s'est excusée et a glissé vers moi. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas dit « Tu es élégant, Anthony ». Elle a tendu la main et a tapoté le badge gris sur ma poitrine. « Rentre ça dans ta veste pendant les photos », a-t-elle chuchoté. Sa voix était basse, un sifflement que seul moi pouvais entendre. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en brandissant le badge. La fille à l'entrée a dit. « Baisse la voix », a-t-elle cassé, souriant à un serveur qui passait. « Nous sommes au domaine Whitmore, Anthony. Ne me fais pas honte. » Te faire honte? Je porte un badge qui dit accès limité au mariage de mon propre frère. Qu'est-ce qui se passe? Elle a soupiré. Le genre de soupir qu'on adresse à un bambin qui n'arrête pas de demander pourquoi le ciel est bleu. Elle m'a pris le bras et m'a tiré derrière une grande escultée, à l'abri des regards des invités principaux. « Écoute, Anthony » a-t-elle dit. Ce mariage, c'est un événement très complexe. Les Whitmore ont beaucoup d'obligations. Des partenaires commerciaux, des politiciens, des gens très importants pour l'avenir de Julian. D'accord, ai-je dit. Et l'espace est limité. Extrêmement limité. La tente de réception a une capacité strictement limitée. Les codes de sécurité incendie, tu sais. Je l'ai dévisagé. Les codes de sécurité incendie. Oui. Donc, nous avons dû faire des coupes difficiles. J'ai senti le sang quitter mon visage. Des coupes. Maman, je suis le frère du marié. Je sais, a-t-elle dit en me tapotant le bras avec dédain. Et c'est pourquoi tu es là pour la cérémonie. Nous ne voudrions pas que tu manques les vœux. C'est la partie importante, n'est-ce pas? L'union spirituelle. Mais le badge, ai-je dit. Qu'est-ce que accès limité veut dire? Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Puis elle s'est penchée vers moi. Ça veut dire pas d'assiette, Anthony. J'ai cligné des yeux. Pardon? Ça veut dire que tu n'as pas de place au dîner, a-t-elle dit, sa voix factuelle. Tu peux rester pour le cocktail. Bien sûr, il y aura plein de hors-d'œuvre, mais quand la réception commencera, tu devras. Eh bien, te faire discret. Je ne pouvais plus parler. Mon cerveau essayait de traiter le niveau de manque de respect. Pas d'assiette, pas de place. Tu as échangé ma place, ai-je réussi à articuler. Pour qui? Un type avec qui Julian travaille. Monsieur Sterling est le PDG de la firme de Julian, a-t-elle sifflé. C'est crucial pour la carrière de Julian qu'il soit là. Et sa femme, et leur fille. On ne pouvait pas les mettre n'importe où. Alors, tu m'as viré. Tu dramatises, a-t-elle dit, vérifiant son reflet dans son poudrier. Ce n'est pas personnel, Anthony. C'est de la logistique. De plus, tu n'apprécierais pas le dîner de toute façon. C'est tout du service à la française et des discours ennuyeux. Tu serais mal à l'aise. Elle a refermé le miroir et m'a regardé. Regarde juste la cérémonie. Mange quelques crevettes au cocktail. Laisse ton cadeau et rentre à la maison. Tu travailles demain, n'est-ce pas? Tu te plains toujours du travail. J'ai senti une main sur ma poitrine. J'ai réalisé que c'était ma propre main, agrippant la poche intérieure de ma veste.
Dans cette poche se trouvait une épaisse enveloppe de couleur crème. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait un chèque de banque de 10 000 euros. 10 000 euros. Laisse le cadeau, ai-je répété lentement. Oui, a-t-elle dit. La table des cadeaux est juste à l'entrée de la tente. Assure-toi de le mettre dans la boîte avant de partir. Et Anthony, s'il te plaît, essaie d'avoir l'air heureux. Les gens regardent. Elle a affiché un sourire éblouissant et faux à quelqu'un par-dessus mon épaule, m'a tapoté la joue une petite tape sèche et piquante et s'est éloignée. Je suis resté là, derrière la haie. J'entendais le quatuor à cordes jouer. J'entendais les rires des invités. Je sentais le parfum cher et les fleurs fraîches. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas une rupture bruyante. C'était silencieux. C'était le son d'un câble qui cède sous une trop grande tension. Pendant 32 ans, j'avais été le bon fils. Le fils tranquille. Celui qui comprenait. Celui qui s'effaçait. Mais en touchant le contour de ce chèque dans ma poche, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seulement un invité avec un accès limité à un mariage. J'étais un invité avec un accès limité à cette famille. Et j'en avais fini de payer le droit d'entrée. Pour comprendre pourquoi je ne me suis pas simplement retourné pour partir sur le champ, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre que dans la maison Palmer, il y avait une hiérarchie. Ce n'était pas subtil. C'était gravé dans la pierre. Au sommet, il y avait Julian, l'enfant en or, le prince. En bas, il y avait moi, Anthony, le rechange, le second choix. Julian a 3 ans de plus que moi. Dès sa naissance, il ne pouvait rien faire de mal. Il était beau, athlétique et charmant de cette manière superficielle que les adultes adorent. J'étais plus calme, studieux, un peu maladroit. Mon père, Richard, n'était pas méchant. Il était juste absent. Même quand il était dans la pièce, il n'était pas vraiment là. Il voulait une vie tranquille. Et la meilleure façon d'avoir une vie tranquille était de donner à Catherine exactement ce qu'elle voulait. Si Catherine disait que Julian avait besoin de nouveaux crampons, Julian avait les meilleurs crampons. Si Catherine disait qu'Anthony n'avait pas besoin de tuteur parce qu'il n'était tout simplement pas académique, alors Anthony n'avait pas de tuteur. Il est difficile d'expliquer ce que c'est que de grandir comme le bouc émissaire d'un enfant en or. Ce ne sont pas toujours de grands moments dramatiques. C'est la mort par 1000 coupures. C'est le fait que les dessins de Julian étaient encadrés et accrochés dans le couloir tandis que les miens étaient classés à la poubelle. C'est le fait que lorsque Julian obtenait un C en maths, c'était la faute du professeur. Quand j'obtenais un B, je ne faisais pas assez d'efforts. Mais si je devais identifier le moment où j'ai réalisé que je ne comptais pas pour eux, ce serait en 2016, lors de ma remise de diplôme universitaire. J'avais travaillé comme un forcené. Je suis allé dans une université d'État parce que mes parents disaient qu'il n'y avait pas assez d'argent dans le fonds d'études pour 2 frais de scolarité privés. Julian, bien sûr, était allé dans une université privée d'arts libéraux qui coûtait 60 000 euros par an. Au moment de mon diplôme, le fonds était à sec. Ce n'était pas grave. J'ai contracté des prêts. J'ai travaillé de nuit dans un entrepôt. J'ai étudié pendant que mes collègues prenaient des pauses cigarettes. J'ai obtenu mon diplôme magna cum laude avec une licence en comptabilité. J'étais fier. J'allais enfin avoir un salaire, une carrière, une vie. La cérémonie avait lieu un samedi de mai. J'avais envoyé les dates à mes parents 4 mois à l'avance. Je le leur rappelais chaque semaine. 2 jours avant la remise des diplômes, j'ai appelé à la maison. Alors, à quelle heure vous partez, ai-je demandé. J'ai fait une réservation pour dîner dans ce steakhouse que papa aime. Il y a eu une pause au bout du fil. Une longue et lourde pause. Oh, Anthony, a dit ma mère. Sa voix avait ce ton faussement léger qu'elle utilisait quand elle mentait. Ton père ne te l'a pas dit? Me dire quoi? Nous ne pouvons pas venir, chérie. Je me suis assis sur mon matelas une place dans ma chambre de dortoir. Quoi? C'est Julian, a-t-elle dit. Il vient d'obtenir cette promotion à la société de courtage, le poste d'analyste junior. Nous lui avons promis un voyage de célébration au vignoble. Nous avons déjà réservé le ferry. Mais maman, ai-je dit, la voix tremblante. C'est ma remise de diplôme universitaire. J'obtiens mon diplôme avec mention. Je sais,
Et nous sommes très fiers, a-t-elle dit, vérifiant clairement sa montre. Mais une remise de diplôme, c'est juste une cérémonie. C'est ennuyeux, vraiment. Tu restes assis au soleil pendant 4 heures à écouter des discours. La promotion de Julian est une étape importante. C'est son avenir. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as toujours été le compréhensif. Le compréhensif. C'était leur mot de code pour le paillasson. Ouais, ai-je murmuré. Je comprends. C'est mon bon garçon. On t'enverra une carte. Ils n'ont pas envoyé de carte. Le jour de ma remise de diplôme, j'étais assis dans une mer de toge noire. J'ai regardé les autres étudiants saluer leur famille dans les gradins. J'ai vu des pères pleurer, des mères brandir des pancartes. J'ai regardé la place vide où mes parents auraient dû être. J'ai traversé cette scène, serré la main du doyen et pris mon diplôme. Personne n'a applaudi. Personne n'a crié mon nom. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Une personne l'a fait. Tante Sarah. Sarah est la sœur cadette de ma mère. Mais elles sont aux antipodes l'une de l'autre. Là où Catherine est vanité et glace, Sarah est chaleur et terre. C'est une architecte paysagiste qui conduit une Subaru déglinguée et ne se teint pas les cheveux gris. Elle se tenait dans la dernière rangée, agitant frénétiquement la main. Après la cérémonie, je l'ai trouvée sur le parking. Elle m'a serré si fort dans ses bras que mes côtes ont craqué. Je suis désolé, Ant, a-t-elle dit. Elle était la seule à m'appeler Ant. Ce sont des imbéciles. De parfaits imbéciles. C'est pas grave, ai-je menti. Ce n'est pas grave, a-t-elle dit avec ferveur. Mais tu as fait ça. Toi, pas eux. Souviens-toi de ça. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une petite boîte emballée. Je sais que ce n'est pas grand-chose, a-t-elle dit. Les affaires ont été calmes ce trimestre. Je l'ai ouverte. C'était un stylo plume. Pas un Mont Blanc ou quelque chose de fou, mais un beau stylo solide et lourd. Gravé sur le côté se trouvaient mes initiales. AP, pour signer tous ces gros contrats que tu vas obtenir. Elle a souri. J'ai toujours ce stylo. En fait, j'ai utilisé ce même stylo pour signer le chèque de banque pour le cadeau de mariage de Julian. Pourquoi est-ce que j'essayais encore? Pourquoi, après la remise des diplômes, après les anniversaires manqués, après les comparaisons constantes, je courais encore après leur approbation? Parce que l'espoir est une chose dangereuse, surtout l'espoir d'un enfant qui veut juste que ses parents le regardent. Je pensais que si je devenais assez brillant, ils le remarqueraient. Alors, j'ai travaillé. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de taille moyenne. J'ai travaillé 60 heures par semaine. J'ai obtenu ma licence d'expert comptable. J'ai commencé à gravir les échelons. Pendant ce temps, Julian progressait malgré ses échecs. Il s'est fait virer de la société de courtage pour conflit de personnalité, ce qui signifiait qu'il était arrogant et paresseux. Il a enchaîné quelques emplois de vendeur. Mais dans le récit de mes parents, Julian était toujours en train d'explorer des opportunités ou de consulter. Quand il a finalement décroché un emploi dans une banque d'investissement, grâce à une relation de mon père, ma mère a agi comme s'il avait fondé la banque lui-même. Julian est un visionnaire, disait-elle lors des dîners. Anthony est. Eh bien, Anthony est comptable, très stable, très sûr. Sûr, ennuyeux, invisible. Puis sont venues les fiançailles. Julian a rencontré Isabella lors d'un gala de charité. En 6 mois, il y avait une bague à son doigt de la taille d'une patinoire. Ma mère est passée à la vitesse supérieure. C'était ça, la connexion Whitmore. C'était son ticket d'entrée dans les cercles de la haute société dont elle avait toujours été exclue. Nous devons faire bonne impression, nous a-t-elle dit lors du dîner du dimanche. Les Whitmore sont de la vieille fortune, du vrai argent. Nous ne pouvons pas avoir l'air de banlieusards. Elle a regardé avec insistance ma Honda Civic garée dans l'allée. Anthony, a-t-elle dit, tu auras besoin d'un nouveau costume pour la fête de fiançailles. Et d'une nouvelle coupe de cheveux. Va chez le coiffeur de Julian. Je paierai. J'ai un coiffeur, ai-je dit. Et mes cheveux vont bien. Ils sont médiocres, a-t-elle dit en sirotant son vin. Nous avons besoin d'excellence. Ce soir-là, alors que j'aidais à débarrasser la table, parce que Julian n'allait certainement pas le faire,
j'ai surpris une conversation de mes parents dans le salon. Le père d'Isabella a posé des questions sur les garçons aujourd'hui, a dit mon père. Oh. La voix de ma mère s'est animée. Que as-tu dit? Je lui ai parlé du portefeuille de Julien. Il a été impressionné. Puis il a demandé pour l'autre. Anthony. Mon Dieu. Ma mère. Que lui as-tu dit? J'ai juste dit qu'il faisait des déclarations de revenus. Je suis resté vague. Je ne voulais pas ennuyer Arthur. C'est un titan de l'industrie, Catherine. Il ne veut pas entendre parler de codes fiscaux. Bien, a-t-elle dit. Gardons Anthony en arrière-plan pendant les événements du mariage. Il est juste. Il n'a pas l'étincelle, Richard. Ce n'est pas le genre de personne des Whitmore. Je suis resté dans la cuisine, tenant un plat de lasagne sale. Pas le genre de personne des Whitmore. C'est à ce moment-là que l'idée s'est formée. J'allais leur prouver qu'ils avaient tort. Je n'allais pas le faire avec des mots. Je n'allais pas le faire en argumentant. J'allais le faire avec de l'argent. C'est triste, n'est-ce pas, que je pensais que la seule façon d'acheter l'amour de mes parents était littéralement de l'acheter. Mais c'est là où j'en étais. J'ai décidé que j'offrirais à Julien et Isabella le cadeau de mariage le plus généreux que je pouvais me permettre. Un cadeau qui ferait tomber la mâchoire de mes parents. Un cadeau qui les forcerait à dire « Waouh, Anthony a réussi. Anthony est généreux. Anthony a sa place. » J'ai fixé le chiffre, 10 000 euros. Pour un gars vivant dans le Queens, remboursant des prêts étudiants et essayant d'économiser pour une maison, 10 000 euros était une montagne, mais j'allais la gravir. Les fiançailles ont eu lieu il y a 3 ans. Cela signifiait que j'avais 3 ans pour économiser. J'ai appelé ça opération reconnaissance. J'ai fait le calcul. Pour économiser 10 000 euros en 3 ans, en plus de mon loyer, de mes prêts et de mes frais de subsistance, je devais presser chaque centime jusqu'à ce qu'il crie. J'ai arrêté de sortir. Mes amis m'envoyaient des SMS, « Hey, Ant, on va au match » ou « Happy Hour chez Aurelius ». Je répondais, « Je peux pas, boulot ». Je ne mentais pas. J'ai pris un deuxième emploi. Le jour, j'étais comptable principal, gérant des audits. La nuit et le week-end, je faisais de la comptabilité en freelance pour de petites entreprises. Je faisais les impôts pour des plombiers, des fleuristes, des graphistes indépendants. Quiconque avait besoin de remplir un formulaire chedulcé, j'étais leur homme. Ma vie est devenue un flou de feuilles de calcul. Je vivais de nouilles instantanées et de sandwichs au beurre de cacahuète. J'ai annulé mes services de streaming. J'ai annulé mon abonnement à la salle de sport et j'ai commencé à courir dans le parc, gratuitement. Mes chaussures, une belle paire d'Oxford que je portais au bureau, ont développé un trou dans la semelle. Au lieu d'en acheter de nouvelles, j'ai découpé un morceau de carton d'une boîte de céréales et je l'ai mis à l'intérieur. Je remplaçais ce carton tous les matins. Je me souviens d'une nuit d'hiver en rentrant du métro. Il neigeait et la gadoue s'infiltrait à travers le carton dans ma chaussure. Mes orteils étaient gelés, engourdis. J'étais épuisé. Mes yeux brûlaient d'avoir fixé des écrans pendant 14 heures. J'ai regardé la vitrine d'une agence de voyage. Il y avait une affiche pour un complexe hôtelier au Mexique. Seulement 900 euros pour une semaine. J'avais 4 000 euros sur mon compte d'épargne pour le mariage à ce moment-là. J'aurais pu y aller. J'aurais pu réchauffer mes orteils gelés dans le sable. Mais j'ai pensé au visage de ma mère. J'ai pensé au regard qu'elle portait à Julien. Ce regard d'adoration. Je voulais ce regard. Juste une fois. Je suis passé devant l'agence de voyage et je suis rentré chez moi pour manger un autre bol de ramen. Pendant que je m'affamais, la machine de planification du mariage consumait tout sur son passage. Ma mère était obsédée. Elle était constamment au téléphone avec des organisateurs, des fleuristes et des traiteurs. Elle dépensait l'épargne retraite de mon père comme si c'était de l'argent de Monopoly. Nous payons pour le dîner de répétition, a-t-elle annoncé fièrement. Et les fleurs, et l'orchestre. Les Whitmore couvrent le lieu et le traiteur, bien sûr, mais nous devons faire notre part. Faire notre part signifiait apparemment vider leur compte de retraite individuel. Environ 6 mois avant le mariage, les choses ont commencé à devenir bizarres. Ça a commencé par une discussion sur la contribution familiale.
J'étais en visite chez mes parents pour Pâques. Nous étions assis dans le salon. Julien était là, tapotant sur son téléphone, faisant probablement semblant de conclure une affaire. Alors, a dit ma mère en joignant les mains. Le mariage approche. Ce sera l'événement de la saison. Eleanor Whitmore m'a dit que le gouverneur pourrait venir. C'est super, maman, ai-je dit. Nous préparons un cadeau familial pour le couple, a-t-elle dit en me regardant. Ton père et moi leur donnons un acompte pour une maison dans le Westchester. Nous pensions que ce serait bien si nous présentions un seul gros chèque de la part de la famille Palmer. J'ai fait une pause. Un seul gros chèque. Oui. Donc, quoi que tu prévois de donner, tu peux simplement le virer sur mon compte et je l'ajouterai au total. De cette façon, ça a l'air plus substantiel. J'ai vu le piège immédiatement. Si je lui donnais mon argent, il disparaîtrait dans le cadeau de la famille Palmer. Mon nom n'y serait pas. Ce serait juste, de la part de papa, maman et Anthony. Je préférerais donner mon cadeau séparément, ai-je dit. Ma mère a froncé les sourcils. Anthony, ne sois pas difficile. C'est plus propre comme ça. Ce n'est pas une question de propreté, ai-je dit. J'économise depuis longtemps. Je veux le leur donner moi-même. Julien a levé les yeux de son téléphone. On parle de combien, frérot? 500 €? Fais juste un Venmo à maman et évite les tracas. 500 €. Il pensait que c'était le plafond de mes capacités. C'est un peu plus que ça, ai-je dit calmement. Eh bien, a reniflé ma mère. Quoi que ce soit, je suis sûr que c'est un beau geste, mais vraiment, Anthony, les chèques séparés sont si ringards. Ça a l'air décousu. Je le donne séparément, maman. C'est ma décision finale. Elle m'a fusillé du regard. Bien. Fais comme tu veux. Ne nous embarrasse juste pas avec quelque chose de bon marché. Je n'ai rien dit. J'ai juste touché la poche où je gardais mon reçu de banque. 9 200 €. Presque là. Puis est venue la fête de fiançailles. Elle s'est tenue sur un bar en rooftop à Manhattan. Très chic, très cher. Je suis arrivé à l'heure, portant mon meilleur costume, avant d'acheter celui de Brooks Brothers. Je suis entré et j'ai cherché la table de la famille. J'ai vu mes parents assis avec les Whitmore. Julien et Isabella tenaient salon au centre. Je me suis approché. Salut tout le monde, ai-je dit. Ma mère m'a regardé comme si j'étais un serveur qui avait apporté la mauvaise commande. Oh, Anthony, a-t-elle dit. Tu es là. Oui, je suis là. Il y a une place? Elle a fait un geste vague vers le bar. Les tables sont réservées pour les mariés et la famille immédiate. Je suis de la famille immédiate, ai-je dit. Je suis le frère. Eh bien, nous n'avons plus de chaises aux tables principales, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Pourquoi ne prends-tu pas un verre au bar? La cousine Béatrice est par là quelque part. J'ai regardé la table. Il y avait des sièges vides, mais ils n'étaient pas pour moi. Je suis allé au bar. J'ai commandé un whisky. Sec. Je suis resté là et j'ai regardé ma famille rire et trinquer avec les Whitmore. J'ai regardé mon père taper dans le dos de Monsieur Whitmore. J'ai regardé ma mère s'extasier devant la bague d'Isabella. J'étais assez proche pour entendre, mais assez loin pour être invisible. Monsieur Whitmore a demandé, alors, Julien, ton frère, quelle est sa spécialité? Julien a ri. Anthony? Sa spécialité, c'est de compter ses sous. Le gars conduit toujours une Civic de 2010. Je n'arrête pas de lui dire de changer, mais tu sais, certaines personnes manquent juste d'ambition. La table a ri. Mon père a ri. Ma mère a ri le plus fort. J'ai serré mon verre si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Manquer d'ambition. Je travaillais 2 emplois. Je construisais un portefeuille. J'économisais 10 000 € pour te les donner, espèce de connard arrogant. J'avais envie d'aller là-bas et de lui jeter mon verre au visage. J'avais envie de crier. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je jouais encore la carte de la patience. Je me suis dit, attends jusqu'au mariage. Attends que je remette ce chèque. Alors ils verront. Alors ils devront me respecter.
J'ai fini mon verre, je l'ai posé sur le comptoir et je suis sorti. Personne n'a remarqué que j'étais parti. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai viré les derniers 800 € sur mon compte d'épargne. Le solde indiquait 10 000 €. J'ai fixé l'écran. J'avais réussi. J'ai ressenti un mélange de fierté et de nausée. J'avais l'argent. J'avais le billet. Mais alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, écoutant les sirènes à l'extérieur de ma fenêtre, une pensée s'est glissée dans mon esprit. Une pensée sombre et froide. Et si ce n'était pas assez? Et si rien n'était jamais assez? J'ai repoussé cette pensée. Ça devait être assez. 10 000 € était une somme d'argent importante. C'était un acompte sur une voiture. C'était une partie d'une hypothèque. C'était du respect sous forme de papier. Je suis allé à la banque le lendemain et j'ai obtenu le chèque de banque. Je l'ai tenu dans mes mains. Il semblait lourd. Pas physiquement, mais métaphoriquement. Il portait le poids de 3 ans de fêtes manquées, d'orteils froids et de dîners solitaires. J'ai acheté une carte épaisse de couleur crème. J'ai écrit un message à l'intérieur. Chers Julien et Isabella, je vous souhaite une vie de bonheur. Avec amour, Anthony. Simple, chic. J'ai scellé l'enveloppe. J'étais prêt. Du moins, c'est ce que je pensais. La semaine du mariage a été chaotique. La conversation de groupe, qui incluait mes parents, Julien et moi, explosait d'horaires, de codes vestimentaires et de demandes de dernière minute de ma mère. Essayage de la robe de la mère du marié à 14 h. Tout le monde doit être sur le lieu du mariage à 10 h samedi pour les photos. Julien, assure-toi de récupérer les alliances. J'ai remarqué qu'aucune tâche ne m'était assignée. Habituellement, le frère du marié Ed va chercher les invités à l'aéroport, aide à l'installation. Rien. J'étais traité comme un invité lointain. Puis est venu le dîner de répétition. Il était prévu pour le vendredi soir dans un restaurant italien exclusif de Greenwich. J'avais demandé l'après-midi de congé. J'avais fait presser mon costume. Le jeudi après-midi, j'ai reçu un SMS de ma mère. Salut, Anthony. Juste pour te prévenir. Le dîner de répétition de demain est strictement réservé aux mariés et aux parents. Très intime. Donc, tu as la soirée de libre. Profite d'une soirée libre en ville. J'ai regardé mon téléphone. Les mariés. Cela signifiait les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur. Julien avait 6 garçons d'honneur. C'étaient tous ses frères de fraternité ou des copains de travail, des gars qu'il connaissait depuis quelques années. Ils étaient invités. Pas moi. J'ai appelé ma mère immédiatement. Maman, tu ne peux pas être sérieuse, ai-je dit quand elle a répondu. Anthony, je suis en pleine réunion avec le fleuriste, a-t-elle dit, agacée. Tu me désinvites du dîner de répétition. Je suis le seul frère du marié. Ce n'est pas une désinvitation, Anthony. Tu n'as jamais été techniquement sur la liste. C'est un petit lieu. Nous devons donner la priorité aux personnes qui ont un rôle dans la cérémonie. Alors, Brad de la fraternité a un rôle, mais pas moi. Brad est un garçon d'honneur. Il se tient aux côtés de Julien. C'est le protocole. Je devrais être un garçon d'honneur. Maman, pourquoi ne suis-je pas un garçon d'honneur? Oh, arrête. Nous en avons discuté. Julien voulait ses amis. C'est son jour. N'en fais pas une affaire personnelle. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Je demande pourquoi je suis exclu d'un événement familial. Ce n'est pas un événement familial. C'est une répétition. Tu n'as rien à répéter. Tu es juste assis dans le public. Écoute, je dois y aller. Les arrangements d'Hortensia sont mauvais. Je te vois samedi. Ne sois pas en retard. Elle a raccroché. Je me suis assis sur ma chaise de bureau, fixant l'écran noir de mon téléphone. Ma collègue, Sarah, une autre Sarah, a roulé sa chaise vers moi. Ça va, Anthony? Tu as l'air d'avoir envie de vomir. Je vais bien, ai-je dit. Juste des histoires de famille. Ce soir-là, ma tante Sarah m'a appelé. Ant, a-t-elle dit. Sa voix était basse. Sérieuse.
Je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, tante Sarah? Je viens de raccrocher avec ta mère. Elle se vantait de la façon dont elle a géré la liste des invités. Ouais, je sais. Je ne suis pas invité à la répétition. C'est pire que ça, Ant. Elle parlait du plan de table de la réception. Mon estomac s'est serré. Quoi à ce sujet? Elle a dit. Elle a dit qu'elle t'avait déplacé. Déplacé où? Au fond. Elle n'a pas dit exactement, mais elle a dit, j'ai résolu le problème Anthony. Ce sont ses mots. Le problème Anthony. J'ai senti un frisson glacial. Je suis un problème. Elle craint que tu interagisses avec les invités importants des Whitmore. Elle pense que tu vas, je ne sais pas, les ennuyer ou avoir l'air pauvre. C'est maladif, Anthony, honnêtement. Si j'étais toi, je n'irais pas. Je dois y aller, ai-je dit. J'ai le cadeau. Je dois leur montrer. Chérie, cet argent. Ils ne le méritent pas. Tu le sais, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de ce qu'ils méritent, ai-je dit. Il s'agit de qui je suis. Je ne vais pas les laisser m'effacer. D'accord, a-t-elle soupiré. Mais fais attention à toi. Catherine prépare quelque chose. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je me suis tourné et retourné, pensant au « problème Anthony ». À 23h47, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Marcus. Marcus était un vieil ami de l'université. Par pure coïncidence, il travaillait pour l'entreprise d'événementiel qui s'occupait du mariage. Il faisait partie de l'équipe logistique. Message de Marcus, mec, il faut que tu vois ça. Je ne devrais pas t'envoyer ça. Je pourrais me faire virer. Mais c'est dégueulasse. En pièce jointe, une photo. C'était une photo du plan de table principal, celui que les organisateurs utilisent. Il montrait la disposition de la tente de réception. Des tables rondes avec des noms imprimés dessus. J'ai zoomé. Table 1, la table d'honneur, marié, parents. Table 2, VIP Whitmore. Table 3, parents Palmer. J'ai parcouru la table 3. Tante Sarah était là. Mes cousins étaient là. Mon nom n'y était pas. J'ai parcouru tout le plan. Table 10, table 20, table 30. Mon nom n'était sur aucune table. Puis je l'ai vu. Dans la marge du plan, à l'encre rouge, se trouvait une note manuscrite. J'ai reconnu l'écriture instantanément. C'était l'écriture saccadée et pointue de ma mère. La note disait « Anthony Palmer, badge accès limité. Pas de repas. Personnel, ne pas placer. » J'ai fixé l'image. Les pixels semblaient me brûler la rétine. Pas de repas. Ne pas placer. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas un problème de code de sécurité incendie. C'était un ordre direct. Ma mère avait pris un stylo et m'avait manuellement rayé de l'existence. Elle avait décidé que nourrir son propre fils était un gaspillage de ressources. Je suis resté assis là, dans le noir. La colère n'est pas venue tout de suite. Ce qui est venu en premier, c'est un étrange sentiment de clarté. Pendant des années, je m'étais battu contre un brouillard. Je m'étais demandé si j'étais fou. Peut-être que je suis juste sensible. Peut-être que je me plains juste. Mais ça. C'était une preuve. C'était la preuve. Ils ne m'aimaient pas. Ils ne m'appréciaient même pas. Pour eux, j'étais un accessoire, une nuisance, un problème à gérer avec un badge gris et un estomac vide. J'ai sauvegardé l'image. Je me la suis envoyée par email. Puis je suis allé à mon imprimante. J'ai imprimé la photo. J'ai imprimé les SMS où ma mère demandait l'argent à l'avance. J'ai mis les papiers dans ma mallette. Puis j'ai pris l'enveloppe de couleur crème avec le chèque de 10 000 €. Une personne normale aurait déchiré le chèque. Une personne normale serait restée à la maison. Mais je ne me sentais pas normal. Je me sentais quelque chose de dangereux. J'allais aller à ce mariage. J'allais porter ce badge gris. J'allais les laisser m'humilier une dernière fois. Et puis, quand le moment serait venu, j'allais réduire leur petit monde parfait en cendres.
Ce qui nous ramène à la haie. Après que ma mère se soit éloignée, me laissant avec la bombe du « pas d'assiette », je suis resté là 1 minute pour me ressaisir. J'ai vérifié ma poche. Le chèque était là. Les papiers pliés avec la photo de Marcus étaient là. Je me suis dirigé vers la zone de la cérémonie. Elle était installée sur la grande pelouse. Des rangées de chaises en bois blanc avec des coussins en velours faisaient face à une immense arche florale. Un placeur, un jeune homme qui avait l'air terrifié, a regardé mon badge gris. Monsieur, les invités à accès limité sont là-bas. Il a pointé la toute dernière rangée. Derrière la dernière rangée de chaises en bois, il y avait une petite ligne de chaises pliantes en métal, du genre de celles qu'on voit à une réunion de parents d'élèves. Bien sûr, ai-je dit. Je suis passé devant ma famille. J'ai vu mon père assis au premier rang, l'air digne dans son smoking. J'ai vu tante Sarah au 2e rang. Elle s'est retournée, m'a vu, et ses yeux se sont écarquillés. Elle m'a fait signe de venir m'asseoir à côté d'elle. J'ai secoué la tête et j'ai montré mon badge. Elle a semblé confuse. Je me suis assis sur la chaise en métal. Elle était froide. J'étais la seule personne là derrière. Quelques membres du personnel se tenaient à proximité en chuchotant. La cérémonie a commencé. La musique a enflé. Isabella a remonté l'allée. Elle était magnifique. Je lui accorde ça. Julien ressemblait à un mannequin d'une publicité GQ. Ils ont échangé leurs vœux. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir en dentelle, jouant parfaitement le rôle de la mère éplorée et joyeuse. À la fin de la cérémonie, les invités ont applaudi. Julien et Isabella se sont embrassés. Ils ont redescendu l'allée, rayonnant, tandis que les invités se dirigeaient vers la tente de réception. Une immense structure lumineuse avec des lustres suspendus au plafond. Je me suis levé. J'ai rejoint le flot de la foule. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. À l'entrée de la tente, il y avait un point de contrôle. Le même agent de sécurité de l'entrée principale était là. Il a arrêté un couple devant moi, a vérifié leur badge doré et a souri. Bienvenue, table 14. Puis il m'a vu. Il a vu le badge gris. Il s'est placé devant moi, bloquant le passage. Il n'a pas souri. Monsieur, a-t-il dit. Cette zone est réservée aux invités avec un accès doré. Je veux juste déposer mon cadeau, ai-je dit en levant l'enveloppe. La table des cadeaux est à l'intérieur, a-t-il dit. Je peux le prendre pour vous. Non, ai-je dit. Je dois le mettre dans la boîte moi-même. Il a de la valeur. Il a hésité. Je ne peux pas vous laisser entrer, monsieur. Ordre strict. Juste à ce moment-là, ma mère est apparue. Elle avait rôdé près de l'entrée, saluant les VIP. Elle a vu l'agitation et s'est précipitée. Anthony, a-t-elle sifflé. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de partir. J'essaie de donner mon cadeau, maman, ai-je dit fort. Quelques têtes se sont tournées. Baisse la voix, a-t-elle dit. Donne-le au garde. Il le mettra. Je veux voir la réception, maman. Je veux voir où je ne suis pas assis. Tu fais une scène, a-t-elle dit, ses yeux balayant les alentours. Par maintenant. Y a-t-il un problème ici? La voix était froide, autoritaire et terrifiante. C'était Eleanor Whitmore. La mère d'Isabella est sortie de la tente. C'était une grande femme aux cheveux argentés et aux yeux qui pouvaient couper du verre. Elle a regardé ma mère, puis le garde, puis moi. Madame Whitmore, a balbutié ma mère, son visage devenant rose. Aucun problème. Juste. Mon fils Anthony était sur le point de partir. Il ne se sent pas bien. Je me sens très bien, ai-je dit. Eleanor a regardé mon badge. Ses yeux se sont plissés. Accès limité. Je ne savais pas que nous avions différents niveaux d'invités. C'est juste de la logistique, a dit ma mère, transpirant maintenant. Ça veut dire que je n'ai pas de repas, ai-je dit. J'ai regardé Eleanor droit dans les yeux. Ma mère m'a retiré de la liste du traiteur pour faire de la place aux partenaires commerciaux de Julien. La foule autour de nous avait cessé de bouger. Le silence était de retour, ce silence lourd et suffocant. Est-ce vrai, Patricia, a demandé Eleanor,
utilisant le prénom légal de ma mère. Elle détestait le prénom Patricia. Bien sûr que non, a menti ma mère. Anthony est confus. Il a été sous beaucoup de stress. J'ai la note, ai-je dit. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti le papier plié. La photo que Marcus m'avait envoyée. Je l'ai dépliée. C'est le plan de table, ai-je dit en le brandissant pour qu'Eleanor et les 20 personnes à proximité puissent le voir. C'est ton écriture, maman. L'invité recevra un badge d'accès limité. Pas de repas. Ne pas placer. Ma mère est devenue blême. Elle ressemblait à un fantôme. Julian et Isabella étaient revenus voir ce qui retardait les choses. Qu'est-ce qui se passe, bordel, a exigé Julian. Anthony, pourquoi tu gâches mon mariage? Je ne gâche rien, ai-je dit. Je clarifie juste la logistique. Je me suis tourné vers Julian. Je suis venu ici aujourd'hui pour te donner ça. J'ai brandi l'enveloppe crème. J'ai passé 3 ans à économiser pour ça, Julian. 3 ans à travailler 2 emplois. 3 ans à manger des ramen. 3 ans à porter du carton dans mes chaussures. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti le chèque. 10 000 euros. Un hoquet de surprise a parcouru la foule. 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent, même pour les gens riches, mais pour un raté comme moi, c'était une déclaration. Je voulais prouver que j'étais assez bien, ai-je dit, la voix tremblant légèrement maintenant. Je voulais acheter ma place dans cette famille. Mais j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. En étant debout dans la dernière rangée avec les chaises pliantes. J'ai regardé mon père, qui se tenait derrière ma mère, fixant ses chaussures. Lâche. On ne peut pas acheter ce qui n'est pas à vendre, ai-je dit. Et votre respect, votre amour. Ce n'est pas que je ne peux pas me le permettre. C'est que c'est de la contrefaçon. Ce n'est pas réel. Je me suis tourné vers Eleanor. Madame Whitmore, je m'excuse pour la perturbation. Vous avez une belle maison. Puis j'ai regardé ma mère. Tu voulais la place. Tu l'as eue. Tu voulais économiser de l'argent sur une assiette. Tu l'as économisé. J'ai brandi le chèque une dernière fois. Et vous n'aurez pas besoin de ça. J'ai plié le chèque et l'ai remis dans ma poche. Anthony, a hurlé ma mère. Ce n'était pas un cri sophistiqué. C'était un hurlement guttural de cupidité. C'est pour le couple. Tu ne peux pas le reprendre. Regarde-moi faire, ai-je dit. Tu voles ton frère, a crié Julian en s'avançant agressivement. Eleanor Whitmore s'est interposée entre nous. Elle a posé une main sur la poitrine de Julian. Arrête, a-t-elle commandé. Elle a regardé ma mère avec une expression de pur dégoût. Patricia, a dit Eleanor, sa voix glaciale. Vous avez refusé une place à votre propre fils au mariage de son frère tout en attendant un cadeau de 10 000 euros de sa part. C'était un malentendu, a sangloté ma mère. C'était de la cruauté, a dit Eleanor. Et les Whitmore ne tolèrent pas la cruauté. Elle s'est tournée vers moi. Allez-y, Anthony, a-t-elle dit doucement. Gardez votre argent. Achetez-vous quelque chose de bien. Vous méritez mieux que ça. Merci, ai-je dit. Je me suis retourné. La mère d'invité s'est écartée pour moi. J'ai descendu le chemin de gravier blanc, passé les Rolls-Royce, passé les roses. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché vite. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un marteau-piqueur. L'adrénaline inondait mon système. Je me sentais étourdi, pris de vertige, mais incroyablement puissant. J'ai atteint le portail principal. Mon chauffeur de taxi, S, n'était pas allé loin. Il était garé un peu plus bas sur la route, en train de manger un sandwich. Je lui avais dit d'attendre au cas où, mais je ne pensais pas être de retour en 20 minutes. Je lui ai fait signe. Il s'est approché. Déjà de retour, a-t-il demandé en mâchant. La nourriture était si mauvaise. Je ne suis pas resté pour la nourriture, ai-je dit en ouvrant la portière. Roulez. Roulez, c'est tout. Attends. J'ai entendu crier. J'ai regardé en arrière vers le domaine. Julian courait le long de l'allée. Il sprintait, les pans de son smoking flottant dans le vent.
Il avait l'air ridicule. Anthony, arrête. S m'a regardé dans le rétroviseur. Vous voulez que je m'arrête? J'ai hésité. Une partie de moi voulait le laisser sur place, mais une autre partie, celle qui avait besoin de clore le chapitre, voulait entendre ce qu'il avait à dire. Donnez-lui une seconde, ai-je dit. Julien a atteint la voiture, à bout de souffle. Son visage était rouge. Il a attrapé la poignée de la portière. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bordel, Alta-Teil? Tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire? J'ai économisé 10 000 €, ai-je dit calmement. Tu as humilié maman. Tu m'as humilié. Eleanor est furieuse. Elle menace d'annuler les toasts de la réception. Papa fait des palpitations. Pas mon problème, Julien. Pas ton. Nous sommes une famille. On ne fait pas ça à sa famille. J'ai ri. C'était un son sec et rauque. Famille, ai-je dit. Une famille te donne une place à table. Une famille ne te donne pas un badge gris qui dit accès limité. Une famille n'aurait pas ton nom à l'encre rouge. Je n'étais pas au courant pour le badge, a-t-il menti. Je pouvais dire qu'il mentait. Ses yeux se sont déplacés vers la gauche. Ne me mens pas, ai-je dit. Tu savais. Tu sais toujours ce que maman fait. Tu t'en fichais juste parce que ça t'arrangeait. Tu voulais le PDG là-bas. Tu voulais le prestige. J'étais juste le sacrifice. Écoute, a-t-il dit, changeant de ton. Il est passé en mode vendeur. Réparons ça. Reviens. Donne le chèque. Fais un petit discours d'excuses. Dis que tu étais ivre ou quelque chose comme ça. On peut arranger ça. Je m'assurerai que tu aies une place. On ajoutera une chaise à la table d'honneur. Je l'ai dévisagé. Il pensait vraiment que j'étais si pathétique. Il pensait qu'il pouvait claquer des doigts et que je rentrerais dans le rang. Tu ne comprends vraiment rien, ai-je dit. Je ne négocie pas pour une place, Julien. Je quitte la table. Anthony, s'il te plaît, a-t-il dit, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Isabella pleure. Son père pose des questions sur mes finances. Il pense. Il pense que nous sommes des monstres. Eh bien, ai-je dit en remontant la vitre. Si le chapeau te va, mets-le. Anthony, n'ose pas partir. Anthony. Allez-y, ai-je dit à SS à appuyer sur l'accélérateur. Le taxi a démarré en trombe, laissant mon frère debout dans un nuage de poussière, paraissant de plus en plus petit dans le rétroviseur. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Maman, maman, papa, maman. J'ai regardé l'écran s'allumer. Je n'ai pas répondu. Puis mon père a laissé un message vocal. J'ai attendu 1 minute, puis je l'ai écouté. Anthony. Sa voix semblait faible, tremblante. Ta mère est inconsolable. Elle est par terre dans la suite nuptiale. Tu dois revenir. Tu dois réparer ça. Pourquoi dois-tu toujours être si difficile? Reviens juste et excuse-toi. S'excuser. Il voulait que je m'excuse. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas demandé ce que ça faisait d'être traité comme une ordure. Il voulait juste que le bateau arrête de tanguer. Il voulait retrouver sa vie tranquille. J'ai senti le dernier lien se rompre. Ce cordon invisible qui lie un enfant à ses parents, peu importe à quel point ils sont abusifs, il s'est brisé. Je lui ai répondu par SMS. 2 mots. C'est fini. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué maman. J'ai bloqué Julien. Je me suis adossé au siège. J'ai pris une profonde inspiration. L'air dans le taxi sentait le vieux cuir et le désodorisant au pain. Mais pour moi, il sentait la liberté. J'ai touché ma poche. Le chèque était toujours là. Où allons-nous, a demandé S. Queens, ai-je dit. Ramenez-moi à la maison. Compris, patron. J'ai regardé par la fenêtre la campagne du Connecticut défiler, les murs de pierre, les pelouses manucurées, le monde dont je n'avais jamais eu le droit de faire partie. C'était fini. Le jeu était terminé. Je n'étais plus le rechange. Je n'étais plus l'invité à accès limité. J'étais Anthony.
Et j'avais 10 000 € et une toute nouvelle vie à commencer. Le silence qui a suivi mon départ n'était pas vide. Il était lourd, comme l'air avant un orage. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celui qui se tenait sous la pluie. Je la regardais à distance de sécurité. J'ai passé les premières 24 heures dans mon appartement du Queens. Téléphone éteint, store baissé. J'ai dormi. Je ne veux pas dire que j'ai fait une sieste. Je veux dire que j'ai dormi 14 heures d'affilée. Le genre de sommeil profond, comateux, que votre corps exige quand il a fonctionné au cortisol et à l'adrénaline pendant 3 décennies. Quand je me suis réveillé le dimanche matin, le soleil frappait la peinture écaillée de mon plafond et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas anxieux. J'étais léger. J'ai allumé mon téléphone. Les notifications ont déferlé comme un raz-de-marée. 47 appels manqués. 82 messages textes. Maman, Anthony, décroche. C'est une urgence. Maman, tu es égoïste. Papa, ta mère est malade. Appelle-nous. Julien, tu dois réparer ça. Eleanor parle de revoir le fonds en fiducie. Appelle-moi maintenant. Je les ai parcourus, détachés, comme si je lisais le script d'un feuilleton que je ne regardais plus. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer. C'était l'ancien Anthony. Le nouvel Anthony avait un chèque de 10 000 € dans son portefeuille et une colonne vertébrale en acier. Le lundi matin, je suis entré dans ma banque. C'était la même agence où j'ai déposé chaque centime supplémentaire pendant 3 ans. La même caissière, Madame Gable, était là. C'était une gentille dame qui me donnait toujours une sucette même si j'étais un homme de 32 ans. Monsieur Palmer, a-t-elle souri. Déjà de retour? Je pensais que vous aviez retiré ce gros chèque pour un mariage. C'est ce que j'ai fait, ai-je dit en glissant l'enveloppe crème sur le comptoir. Changement de plan, Madame Gable. Le mariage a dépassé le budget. Elle m'a regardé, confuse, puis a ouvert l'enveloppe. Elle a vu le chèque. Oh, mon Dieu, a-t-elle dit. Vous voulez le redéposer? Oui, s'il vous plaît. Elle a tapé sur son clavier, la machine a vrombi. Elle a tamponné le dos du chèque. Annulé. J'ai fixé ce mot. Annulé. C'était magnifique. Cela signifiait que le contrat était rompu. Cela signifiait que l'obligation avait disparu. Et Madame Gable, ai-je dit. J'aimerais transférer ceci sur un compte d'épargne à haut rendement. Je pense à économiser pour un acompte. Pour moi. Cela semble être une merveilleuse idée, a-t-elle rayonné. Sortir de cette banque, voir mon solde de retour à 5 chiffres, était mieux que n'importe quelle séance de thérapie. Je me suis acheté un café chic, un latte au lait d'avoine qui coûtait 7 €, et je n'ai ressenti aucune culpabilité. Ce soir-là, tante Sarah est passée. Elle a apporté de la nourriture chinoise à emporter et une bouteille de vin. Elle avait l'air épuisée mais suffisante. Raconte, ai-je dit en lui tendant un verre. Que s'est-il passé après mon départ? Sarah a pris une longue gorgée de vin et a souri. Oh, Anthony, c'était biblique. C'était les noces pourpres sans les épées. Elle m'a tout raconté. Apparemment, après la disparition de mon taxi, Eleanor Whitmore n'a pas laissé tomber. Elle a emmené mes parents et Julien dans un salon privé à l'intérieur du domaine. Sarah n'était pas dans la pièce, mais la porte était mince, et Eleanor a une voix qui porte. Elle les a détruits, a dit Sarah en prenant une boulette. Elle a dit à Catherine qu'une famille qui traite son propre sang comme des ordures n'est pas une famille avec laquelle elle veut faire des affaires. Elle a vraiment utilisé le mot affaire. Elle sait que Catherine voit ce mariage comme une transaction. Et Julien, ai-je demandé. Julien a essayé de rejeter la faute sur un malentendu avec l'organisatrice du mariage. Eleanor a fait venir l'organisatrice dans la pièce. L'organisatrice leur a montré l'email de ta mère. Celui qui confirmait le badge d'accès limité. Julien est resté silencieux. Est-ce qu'on les a laissés manger, ai-je demandé en plaisantant à moitié. La réception a continué, a dit Sarah. Mais l'ambiance était morte. La moitié des invités chuchotaient à propos du frère qui était parti. Catherine a passé toute la nuit dans les toilettes à pleurer, ou à faire semblant de pleurer pour obtenir de la sympathie.
Richard est juste resté assis à la table d'honneur à boire du scotch comme si c'était de l'eau. Et Isabella, pauvre fille. Elle a regardé Julien comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle restera avec lui, cependant, ai-je dit. Peut-être. Sarah a haussé les épaules. Mais la dynamique du pouvoir a changé. Les Whitmore savent exactement qui sont les Palmer maintenant. Ils ne sont plus la respectable famille de banlieue. Ils sont les arrivistes qui affament leur propre fils. Ce genre de tâche ne part pas avec du champagne. Entendre ça m'a donné une satisfaction sombre. Je ne voulais pas que leur vie soit ruinée. Pas vraiment. Je voulais juste qu'ils ressentent une fraction de la petitesse que j'avais ressentie toute ma vie. 2 semaines plus tard, la deuxième tuile est tombée. Ou plutôt, la deuxième porte s'est ouverte. J'étais au travail, plongé dans un audit complexe pour une entreprise de construction. Mon patron, Monsieur Henderson, a frappé à ma porte. Monsieur Henderson est un homme de peu de mots. Il est de la vieille école, croit au travail acharné, à l'intégrité et au café noir. Palmer, a-t-il dit. Mon bureau. J'ai attrapé mon bloc-notes, mon cœur battant un peu nerveusement. Ai-je foiré l'audit? Je me suis assis en face de son immense bureau en acajou. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. J'ai entendu une rumeur, a-t-il dit. Je me suis figé. Oh mon Dieu, est-ce que ma mère l'a appelé? Elle est assez folle pour appeler mon patron. Une rumeur, ai-je couiné. J'ai joué au golf avec Arthur Whitmore ce week-end, a dit Henderson. Mon sang s'est glacé. Bien sûr, Greenwich est une petite ville pour les gens riches. Arthur m'a raconté une histoire très intéressante sur le mariage de sa fille, a continué Henderson. À propos d'un jeune homme qui s'est défendu contre un traitement assez médiocre. Un jeune homme qui a refusé d'être manqué de respect, même par sa propre famille. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Monsieur Henderson, je suis désolé si cela apporte. Arrêtez, a-t-il dit. Il s'est penché en avant. Arthur m'a dit que ce jeune homme, c'était vous. Est-ce vrai? Oui, monsieur. Henderson a hoché la tête lentement. L'intégrité, Palmer, est une denrée rare de nos jours. La plupart des gens auraient ravalé leur fierté juste pour rester sur le testament. Vous êtes parti. Il a ouvert un dossier sur son bureau. Je cherche un nouvel auditeur en chef pour la division Trietta. J'avais besoin de quelqu'un avec du cran, quelqu'un qui peut regarder un client dans les yeux et lui dire que ses chiffres ne collent pas, même quand il hurle. Je pense que je l'ai trouvé. Il a fait glisser un papier sur le bureau. Promotion, auditeur principal en chef, augmentation de 12%, allocation pour une voiture de fonction. Effet immédiat. J'ai regardé le papier, les chiffres étaient flous. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Je sais que non, a-t-il dit. Maintenant, sortez d'ici. Et Palmer, achetez-vous un meilleur costume. Je suis sorti de ce bureau en me sentant pousser des ailes. Ma famille avait essayé de me rabaisser, de me réduire jusqu'à ce que je rentre dans leur petite boîte des accès limités. Mais le monde, le vrai monde, me voyait différemment. Avec la promotion et les 10 000 € économisés, j'ai fait mon prochain pas. J'ai déménagé. J'ai trouvé un appartement à Astoria. Ce n'était pas un palais, mais c'était à des années-lumière du studio en sous-sol dans lequel je pourrissais. C'était un 2 pièces au dernier étage d'un immeuble sans ascenseur. Il avait des parquets qui craquaient de manière accueillante et, surtout, il avait une immense baille vitrée qui donnait sur un parc. De la vraie lumière du soleil. J'ai passé un week-end à emménager. Sarah m'a aidé. Nous avons acheté des plantes, des succulentes, parce que j'ai entendu dire qu'elles sont difficiles à tuer, comme moi. Nous avons acheté un tapis qui unifiait la pièce. La première nuit dans mon nouvel appartement, je me suis assis sur mon balcon. J'ai regardé les enfants jouer au football dans le parc en contrebas. J'ai bu une bière. J'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Julien ou à ma mère depuis 2 jours. Mais je savais que je devais clore la boucle. Ils envoyaient toujours des SMS, laissaient toujours des messages vocaux qui allaient des excuses larmoyantes aux menaces voilées d'être déshérités. Comme s'il restait quelque chose après le mariage. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis assis à mon nouveau bureau, un bureau en chêne robuste que j'ai acheté avec mon propre argent.
J'ai écrit un email. Objet, concernant l'avenir. Ah, maman, papa, Julien. Je vous écris ceci pour nous faire gagner du temps à tous. J'ai reçu vos messages. J'ai entendu les messages vocaux. Je ne suis plus en colère. La colère demande de l'énergie, et je ne suis plus disposé à dépenser mon énergie pour vous. Pendant 32 ans, j'ai essayé de gagner une place à cette table. Je pensais que si j'étais assez bon, assez brillant ou assez généreux, vous me verriez enfin. Je réalise maintenant que le problème n'était pas ma vision. C'était la vôtre. Vous n'avez pas de fils nommé Anthony. Vous avez un accessoire nommé Anthony. Et je démissionne de ce rôle. Je garde l'argent. Je garde ma dignité. Et je garde mes distances. Ne venez pas à mon appartement. N'appelez pas mon travail. Si vous continuez à me harceler, j'impliquerai la police. Ce n'est pas une négociation. C'est une limite. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que les photos du mariage sont magnifiques. J'espère qu'elles en valaient la peine. Anthony. J'ai survolé le bouton « Envoyer » avec ma souris. Une partie de moi, le petit garçon qui voulait juste que sa mère le serre dans ses bras, a hésité. Est-ce trop dur? Est-ce définitif? Puis je me suis souvenu du badge gris. Pas de repas. J'ai cliqué sur « Envoyer ». J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai pris une profonde inspiration. L'air dans mon nouvel appartement était frais. Il sentait le terreau et la cire à parquet, et la nourriture taillée à emporter qui attendait sur le comptoir. Il sentait ma vie. 6 semaines plus tard, les feuilles du parc de l'autre côté de la rue viraient alors et au cramoisi. L'automne à New York est quelque chose de spécial. C'est une saison de changement, de dépouillement de l'ancien pour se préparer au nouveau. C'était approprié. Tante Sarah était assise sur mon canapé, sirotant une tasse de thé. Elle était venue tous les dimanches depuis le mariage. Nous avions développé une nouvelle tradition. Les dimanches de la santé mentale. Nous prenions le petit déjeuner, regardions de mauvais films et existions simplement dans un espace où personne ne nous jugeait. Je t'ai apporté quelque chose, a-t-elle dit en fouillant dans son sac. Elle a sorti une photographie encadrée. Je l'ai prise. C'était un tirage brillant de 20x 25 cm. C'était de ma remise de diplôme universitaire en 2016. Sur la photo, je portais ma toge, tenais mon diplôme et souriais comme un idiot. Mon bras était autour de tante Sarah. Nous étions les 2 seules personnes sur la photo. L'arrière-plan était flou, juste une mer d'inconnus, mais nos sourires étaient nets et clairs. J'ai trouvé ça dans mon grenier, a-t-elle dit doucement. Je l'ai gardé toutes ces années. J'ai toujours détesté ce jour à cause de ce qu'ils t'ont fait. Mais en la regardant maintenant, je vois autre chose. Que vois-tu, ai-je demandé, traçant le verre avec mon pouce. Je vois un survivant, a-t-elle dit. Je vois un jeune homme qui s'est présenté pour lui-même quand personne d'autre ne le ferait. Tu as l'air heureux là, Ant. Malgré tout, tu as l'air heureux. J'ai regardé de plus près. Elle avait raison. Il y avait une résilience dans ce sourire, un défi. Je détestais cette photo, ai-je admis. Elle me rappelait que j'étais seul. Tu n'as jamais été seul, a dit Sarah fermement. Tu cherchais juste l'amour dans le mauvais entrepôt. Tu frappais à une porte qui était murée, chérie, mais j'étais juste là, à l'entrée latérale, avec la clé. J'ai accroché la photo au mur au-dessus de mon bureau, juste à côté du badge gris. Oui, j'ai gardé le badge. Certaines personnes pourraient penser que c'est morbide. Pourquoi garder un symbole de son humiliation? Mais pour moi, ce rectangle de plastique gris n'était pas un symbole de honte. C'était un trophée. C'était le catalyseur. Sans ce badge, sans cet acte spécifique de cruauté mesquine, je serais peut-être encore là-bas. Je serais peut-être encore en train de manger les miettes de leur table, en espérant une bribe d'affection. Je leur aurais peut-être donné l'argent. J'aurais peut-être passé les 10 prochaines années à essayer d'acheter un amour qui n'a jamais été à vendre. Ce badge m'a libéré. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant le vent faire voler les feuilles dehors. As-tu eu de leurs nouvelles, ai-je demandé. Je n'avais pas vérifié mon dossier de numéro bloqué depuis des semaines. Catherine m'a appelé hier, a dit Sarah.
Elle joue la victime auprès de quiconque veut bien l'écouter. Elle dit aux gens que tu as une dépression nerveuse, et c'est pourquoi tu les as coupés de ta vie. Elle ne peut pas admettre la vérité, Anthony. Si elle admet qu'elle t'a blessé, elle doit admettre qu'elle a des défauts. Et les narcissiques ne peuvent pas faire ça. Ça les briserait. Et Julien? Julien a des difficultés, a-t-elle dit avec une grimace. Isabella est enceinte. J'ai cligné des yeux. Waouh. Ouais, mais apparemment les Whitmore ont insisté sur un contrat de mariage post-nuptial. En fait, ils verrouillent les actifs. Ils ne lui font pas confiance. Ils pensent que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Julien est tenu en laisse très courte. J'ai ressenti une pointe de pitié, pas assez pour l'appeler, mais assez pour réaliser qu'être l'enfant en or est sa propre sorte de prison. Il était piégé dans un monde d'attente et d'amour conditionnel. S'il glisse, il tombe. J'étais déjà tombé, et j'ai découvert que le sol était assez solide pour se tenir debout. Je suis content d'être sorti de là, ai-je dit. Tu n'es pas seulement sorti, Ant, a dit Sarah en me serrant la main. Tu es libre. J'ai regardé autour de mon appartement. J'ai pensé à mon travail, ma promotion, mon compte en banque, ma tranquillité d'esprit. J'ai réalisé que la famille ne se résume pas à l'ADN que vous partagez. Ça, c'est juste de la biologie. C'est un accident de naissance. La vraie famille, c'est celle qui est présente. La vraie famille, c'est la tante qui t'encourage quand tes parents sont en vacances. La vraie famille, c'est le patron qui reconnaît ton intégrité. La vraie famille, c'est le chauffeur de taxi qui t'attend. La vraie famille te donne un laissez-passer à accès complet, pas un accès limité. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la ville. J'ai ressenti un sentiment de calme qui descendait jusqu'à mes os. J'avais perdu un frère, une mère et un père. Mais je m'étais trouvé, et honnêtement, c'était le meilleur échange que j'ai jamais fait. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Je sais que ce n'était pas une histoire facile à entendre. Elle n'a pas été facile à vivre, mais je voulais la partager parce que je sais que je ne suis pas le seul à tenir un badge d'accès limité dans ma poche. Si vous lisez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous êtes celui qui donne toujours sans jamais recevoir, celui qui trouve des excuses aux gens qui vous blessent, celui qui attend un jour qui ne vient jamais, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer en les aimant. Vous ne pouvez pas acheter le respect. Et vous n'êtes pas obligé de vous immoler par le feu pour tenir les autres au chaud, même si ces personnes sont vos parents. Les limites ne sont pas des punitions. Elles sont une protection. Il est acceptable de quitter une table où le respect n'est pas au menu. Il est acceptable de se choisir soi-même. Je veux avoir de vos nouvelles. Quelle est la seule leçon que vous retenez de mon parcours? Ou si vous avez déjà dû vous éloigner d'une famille toxique, comment avez-vous trouvé le courage? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées ou tapez simplement le mot « bien » si vous pensez que j'ai fait le bon choix. Votre validation signifie plus que vous ne le pensez. Elle me rappelle que même si j'ai peut-être perdu ma famille biologique, j'ai trouvé une communauté de personnes qui comprennent ce à quoi ressemble la vraie valeur. Prenez soin de vous. Vous valez le prix d'entrée complet. Escoba y pasé por un bioma de esos helados y yo sentí que algo me pegó y dije, ah, es un dragón. Yo estaba tranquilo, bueno, está bien. Era como, no me deja de seguir. Auxilio. Y miraba para atrás con el F5 cuando me di cuenta que venía como bugueado y ahí fue cuando me di cuenta que no era uno, me venían persiguiendo, eran dos putos dragos. Oye, hoy me pasó algo terrible, pero ¿Qué te terrible. pasó? Oh, ¿Sí vieron que hay una papelera para poder hacerse? sí. Sí, sí, sí. Le Ok, diste clic derecho con Sí. algo. con la espada y el pico, encantado. No, botaste a la papelera, la espada y el pico. Sí. Mierda. No. Y yo No estuve lo buscando perdiste, cómo recuperarla y es imposible, desaparecen de la Es existencia. imposible. Lo perdiste, así ya. Pero tengo otra. Ah, Oh. bueno. Oh, Oye, fíjate, Cas, muchachos. déjame ver tu Dime. jeringa. Ah, caray. ¿Tienes tu jeringa? Sí. ¿Me la pasas? No, no te la voy a robar, no te la voy a robar. Oh. Quiero ver algo. Oh,
Da. Ey, Está desocupada. Ah. Porque Sí, las sí, tengo sí. en modo de Ok. autollenado. O sea, la dale escoba la hace tuya, va dale la chupando